Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais répondre à plusieurs questions qui m'ont été posées en commentaire, mais je vais également répondre à un commentaire qui m'a un petit peu agacé, où je vais justement éclaircir certains points. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Donc là, je vais m'adresser particulièrement aux propriétaires de MG4, ou du moins de l'environnement MG. Donc moi, par exemple, pour mon mode de conduite, je suis toujours en mode éco. Systématiquement, le mode normal, le mode sport me sert jamais. Le mode normal, je trouve que déjà, en mode éco, on a suffisamment de puissance. Donc me mettre en mode normal n'a, pour moi, à mon sens, aucun intérêt. Le mode sport, totalement inutile. Bon, le mode neige, évidemment, m'a servi en début d'année quand j'ai eu beaucoup de neige dans ma région. Et le mode personnalisé, je m'en sers pas du tout. Voilà. Pour la récupération d'énergie, alors j'utilise évidemment les trois modes de récupération d'énergie. Je suis en récupération d'énergie élevée pour la ville, principalement pour la ville, parce que c'est là où je me sers le moins du frein. Et suivant ou si je suis entre deux villages, quand je fais beaucoup de routes, par exemple sur autoroute, je mets en récupération d'énergie faible, ce qui m'évite d'avoir des gros freinages et des grosses accélérations qui sont énergivores, très très énergivores. Une récupération d'énergie moyenne entre les villages, pour avoir une régénération justement moyenne, ce qui évite d'avoir trop gros freinages ni d'être trop en roue libre. Le mode adaptatif, je n'ai trouvé aucun intérêt à ce mode. Clairement, le mode adaptatif, je n'ai pas compris comment il fonctionne. Pourtant, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai essayé de regarder la consommation, j'ai essayé de faire attention également à la manière dont la voiture va freiner toute seule, et je n'ai vu aucune différence avec le mode élevé. Donc le mode adaptatif, clairement, ne sert à mon sens à rien du tout, du moins sur cette voiture. Peut-être que les modèles plus récents, ou avec une autre mise à jour sur un autre modèle, peut-être celles qui ont le One Pedal par exemple, c'est peut-être plus adapté. Donc ça, vous pouvez me répondre dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Le mode économie d'énergie, donc ça, clairement, je m'en sers pas non plus. C'est quelque chose ne sert à rien. J'ai vu aucune différence. La seule chose où il peut peut-être y avoir une différence, c'est sur le mode climatisation. Où là, on a peut-être un mode éco, ce qui va faire consommer peut-être un peu moins le véhicule. Et donc, va refroidir moins vite ou va réchauffer moins vite. Sincèrement, j'ai jamais vu de différence, donc je m'en sers pas, ça sert strictement à rien. Sur l'onglet MG Pilote, donc on a plusieurs systèmes d'aide à la conduite. Donc on peut le désactiver complètement, parce qu'il y en a qui ne veulent absolument pas d'aide à la conduite. Moi, je reste toujours en ACC. Donc systématiquement. Le TJA sur les routes de campagne, je vous le déconseille. Déjà, c'est ce qu'on appelle le Traffic Jam Assist. Donc c'est ce qui sert dans les bouchons à rester sur sa voie et à laisser la voiture faire sa vie, en gardant évidemment les distances de sécurité que vous allez paramétrer. Je ne m'en sers quasiment jamais, c'est vraiment quelque chose que je trouve dangereux. Alors, parfois je me dis, quand j'ai pas envie de me prendre la tête sur la route et que je suis sur autoroute et que les signalisations sont vraiment propres, je me mets en TJA et là la voiture va vraiment corriger elle toute seule. Ça va faire entre guillemets une auto-conduite, un petit peu un autopilote, mais je vous le conseille pas. Voilà, moi je m'en sers de temps en temps pour m'amuser, mais faut toujours rester vigilant parce que c'est pas, je ne pense pas que ce soit fait pour rouler à 110 ou 130 sur autoroute avec ce mode. Donc moi clairement je vous le conseille pas du tout. L'assistance de sortie de voie, bon ça pour moi c'est toujours activé. Le mode, l'assistant de sortie de voie, je le garde en aidé en général, je n'y touche pas du tout. Pour la sensibilité des alertes, alors si vous voulez éviter que la voiture vous rappelle à l'ordre à chaque fois que vous dépassez un petit peu la ligne, ce qui devient vite vraiment très chiant, moi je laisse sur faible. Voilà, avec les avertisseurs sonores. La vibration au volant, voilà, je la laisse aussi. De toute façon, si vous le désactivez et que vous rallumez votre véhicule, dans tous les cas, ça va se réactiver. Alors, un truc qui clairement ne sert à rien, et ça, de toute façon, c'est beaucoup critiqué sur beaucoup de voitures, c'est la reconnaissance des limites de vitesse. Les panneaux sont lus n'importe comment. Vous êtes sur une route à 90, ils vous gardent 30 km/h, voire des fois 50. Ils vous gardent en mémoire le village que vous avez traversé. Donc pour moi, c'est totalement inutile. Donc, sauf si vous voulez désactiver à chaque fois, laissez-le activer et puis n'y faites pas attention parce que ça, vous ne pouvez pas le désactiver, enfin du moins sur ce véhicule-là.
Pour le système anti-collision avant, donc ça je le laisse, hein, évidemment, hein, c'est un système de sécurité qui est hyper important, ça m'a déjà servi plusieurs fois, surtout quand il y a des bestioles qui traversent, ou même un freinage d'urgence et du véhicule de devant, ça permet des fois de vous sauver la mise, et c'est quand même pas mal, surtout en ville ou quand vous avez des gens qui freinent un peu fort, et puis que vous êtes peut-être des fois distrait par vos enfants qui vous parlent ou qui pètent une crise à l'arrière, donc des fois ça peut vous sauver la vie ou la voiture, hein, tout simplement. Donc je garde alerte pour plus freinage automatique d'urgence, hein, ça sert toujours, hein, une aide supplémentaire. Par contre la sensibilité des alertes, je la laisse toujours en élevé, hein, parce que c'est pour moi, même si des fois ça peut créer des freinages fantômes, ça arrive très rarement depuis la dernière mise à jour qui a été faite lors du dernier entretien de cet été, enfin de l'été dernier. Donc franchement, moi je vous conseille de le garder en élevé, même si parfois ça vous crée des freinages fantômes qui sont aujourd'hui plutôt rares. L'avertissement de conduite instable, clairement, j'y fais même pas attention, hein, avec la sensibilité des alertes en moyen quand même au cas où. Et le mode remorquage, bon ça c'est si vous avez une attache caravane, hein, pour tracter. Moi ce n'est pas mon cas. Donc un mode qui ne me sert pas, ou peut-être du moins si un jour j'installe un attache caravane sur la voiture, ce qui n'est pas prévu, mais ne sait-on jamais. Sur l'onglet commodité, alors ça c'est quelque chose que je me sers quotidiennement. J'ai personnalisé les touches étoiles que vous avez sur votre volant, hein. Hop, je vous montre rapidement sur le volant. Vous voyez, ici vous avez les étoiles. Donc ça, c'est ce que je me sers systématiquement. Donc à gauche du volant, je mets la récupération d'énergie que je peux changer donc à la volée dès que j'ai besoin. Donc c'est quand même plutôt utile, hein. Regardez, je vais appuyer sur le bouton. Donc ça va se passer sur ce bouton-là. Et vous allez le voir sur l'écran ici. Vous voyez, je change. Là, on passe en adaptatif. Donc bon, je vais zoomer un peu sur l'écran parce que me regarder appuyer sur un bouton, ça n'a aucun intérêt. Hop, une petite mise au point. Regarde, adaptatif. Mode 1, 2 et 3. Donc voilà à quoi sert le mode de régénération, qui est plutôt utile. Bon, alors moi c'était bloqué sur la dernière mise à jour, enfin avant que je fasse la mise à jour, et depuis ça a été débloqué. Donc maintenant que tout fonctionne correctement, moi clairement pour ceux où tout fonctionne correctement, je ne vous recommande pas de faire les mises à jour MG, parce que clairement il y a énormément de bugs. Donc si tout fonctionne, laissez tel quel, et dites surtout à votre concessionnaire de ne pas faire la mise à jour de la voiture, sauf si évidemment il vous confirme que tout fonctionne. Mais renseignez-vous bien avant, il y a suffisamment de communautés sur Facebook sur la voiture, justement pour pouvoir vous conseiller à ce sujet. Pour la touche étoile du côté droit, c'est le mode de conduite. Donc ça, le mode de conduite, ça c'est le mode normal, sport, que je change systématiquement. Hop, et encore, moi ça me sert une seule fois le matin. Hop, vous voyez, j'appuie plusieurs fois et je me retrouve en mode éco et je n'y touche plus. Voilà, ça ne sert qu'à ça 2 fois par jour, hein, une fois pour partir le matin, une fois pour rentrer le soir. Concernant le déverrouillage des portes, en utilisant la clé, bon, je mets toutes les portes, hein, parce que je vois pas l'intérêt de ne pas déverrouiller toutes les portes. Et ensuite, pour le mode de déverrouillage des portes, évidemment, toutes les portes également. Sur l'onglet éclairage, donc moi je mets me suivre jusqu'à chez moi, donc bon, je l'ai laissé tel quel, hein, dès que je l'ai eu. Je n'ai pas vraiment vu de différence activé ou désactivé, sachant que moi, ma voiture dort dans le garage, donc du coup c'est pas quelque chose qui me sert, mais bon, quand je suis dehors ça peut peut-être servir, je n'y fais vraiment pas attention, hein. L'allumage automatique des feux de route, alors ça c'est un point un petit peu chiant que j'ai vu sur la voiture, parce que des fois la voiture détecte mal certaines fois où je suis en pleine campagne. Donc des fois je me mets en plein phare, des fois ça se coupe, ça se remet, ça se coupe. Donc c'est pratique, hein, mais parfois ça demande de rester en plein phare en manuel. Donc bon, c'est un gadget entre guillemets utile, mais pas trop. Réponse pour trouver ma voiture, ça c'est si vous appuyez sur votre clé, sur l'ouverture de la clé, ça va justement faire klaxonner la voiture et clignoter de partout. Donc vous voyez, clignotant plus klaxonne, comme ça au moins si vous la perdez par exemple sur un parking d'un parc d'attractions, du coup c'est plus facile de la retrouver, surtout si vous avez oublié, comme moi par exemple, dans quelle ligne vous êtes garé.
Et l'allumage des feux de bienvenue après le déverrouillage du véhicule, bon bah ça vous déverrouillez votre véhicule et puis bah tout s'allume, hein. Donc ça c'est toujours utile, surtout en hiver quand il fait nuit et que le patelin n'est pas du tout éclairé. C'est toujours très utile. Pour l'onglet sécurité, donc nous avons le maintien automatique, c'est ce qu'on appelle l'auto-hold. Donc l'auto-hold, ça permet quand vous êtes au feu rouge, par exemple, hein, ou dans les bouchons, d'appuyer un coup sur la pédale de frein. Ça va activer, donc comme un espèce de frein de parking, hein, ça va tout simplement garder les freins enfoncés sans toucher à la pédale. Et dès que vous avez besoin de réaccélérer, vous accélérez et c'est reparti. Vous repartez dans la foulée sans avoir besoin de rester sur la pédale, le pied appuyé sur la pédale en permanence. Hein, c'est un confort qui est pas négligeable. Petit point qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avec le auto-hold, vous ne pouvez pas passer dans les tunnels de lavage. Donc il faut absolument ne pas l'activer, sinon vous allez vous faire disputer, comme ça m'est arrivé une fois, où je n'avais pas fait gaffe que l'auto-hold était activé et je ne comprenais pas pourquoi la voiture n'avançait pas. Donc faites très attention à ça. Et bon, ça reste quand même une habitude qui est quand même très très pratique d'utiliser ce maintien automatique. Puis bon, après l'arrêt, hein, tout simplement, je vais vous montrer. Hop, fonction uniquement disponible en mode parking. Donc là, vous arrêtez tout simplement votre véhicule. Voilà, fonction indisponible une fois le véhicule arrêté. Donc vous ne pouvez plus naviguer. Vous ne pouvez plus du tout naviguer dans le menu. Donc bon, ça clairement, hein, c'est pas quelque chose que j'utilise tous les jours. Hein. Clairement, ça sert à rien. Donc pour le maintien automatique, hein, ou l'auto-hold, donc là vous voyez, vous avez le petit A ici qui dit que justement je suis déjà en auto-hold. Donc là j'ai juste à accélérer, hop, et ça le désactive. Là on va dire qu'il y a un feu devant moi, je m'arrête, un petit coup sur la pédale de frein et ça l'active. Tout seul, je réaccélère, ça le désactive. Voilà, c'est quand même plutôt pratique. Donc ça c'est un petit confort qui n'est pas négligeable et que je vous recommande chaudement. La chose qui me dérange beaucoup avec ce véhicule, hein, tous les propriétaires de MG4 pourront peut-être me le confirmer dans la partie commentaire, c'est la luminosité de l'écran quand on roule de nuit. Ça me défonce clairement les yeux. Même si je me mets au minimum de la luminosité, c'est quelque chose qui me défonce les yeux. Donc moi pour gérer ce petit problème, j'ai acheté sur AliExpress un écran en verre trempé fumé, donc ce qui me permet de réduire un peu la luminosité, mais bon, même comme ça, la lumière est très très forte et la conduite de nuit est vraiment vraiment désagréable avec cette voiture. Donc ça c'est un point peut-être que MG, d'ailleurs je vais leur faire un petit mail pour leur demander peut-être dans la prochaine mise à jour, d'avoir un réglage plus pointu de la luminosité parce que c'est vraiment un point vraiment dérangeant en hiver. Bon, là, bientôt, là, nous sommes quasiment en été, donc forcément, les conduites de nuit se font de plus en plus rares, hein, donc, sauf pour les départs en vacances. Mais pour l'hiver, c'est vrai que c'est un point qui est vraiment très très dérangeant et qui fatigue beaucoup les yeux. Donc pour en revenir d'ailleurs à ce petit menu, d'ailleurs, hop, vous pouvez balayer. Alors, par contre au milieu ça ne marchera pas, il faut vraiment se mettre sur les côtés. Donc vous avez le LDP on, donc ça c'est le maintien dans la voie que je trouve très dangereux. Donc ça, moi clairement, à chaque fois que je prends la route, je le désactive. Voilà, il y a ce petit raccourci là, ce qui évite d'aller dans le menu, MG pilote, avertissement conduite instable et à confirmer. Au moins en 2 touches c'est réglé. Donc là, ce que vous faites, ici, vous l'activez, vous le désactivez, et c'est réglé. Tout simplement. Voilà, pour l'état un petit peu de mes jantes tôles, là, bon, elles sont toutes pareilles, hein, je vous en ai juste déballé une. Donc on peut voir, hein, évidemment, les points de rouille qui qui sont déjà bien apparus. Mais bon, hein, c'est une jante tôle, hein, donc ça, un petit nettoyage, un petit coup de bombe de peinture, hein, et après vous pouvez le mettre de la couleur que vous voulez si vous avez envie de faire votre jackie. Donc ça après c'est chacun ses goûts, enfin ou chacun son mauvais goût. Donc ça après il n'y a aucun problème. Mais bon, voilà, ça vieillit plutôt bien malgré tout. Un petit bouchon, bon évidemment que j'ai acheté sur AliExpress, hein, voilà, histoire d'avoir un petit bouchon MG, voilà pour rigoler. Mais sinon, point de vue usure, vous voyez, hein, ça reste quand même en bon état après 140 000 km, il n'y a aucun problème de ce côté-là.
Concernant l'usure des plaquettes, alors c'est pas évident à vous montrer, mais là on peut voir que la plaquette donc est toujours en très très bon état après 140 000 km, hein, je ne l'ai jamais changé, hein, les freins n'ont jamais été faits, ni même le disque hein, qui est plutôt en super état. J'essaie de vous dézoomer un cran. Hein, il n'y a même pas de bourrelet qui a été fait, hein, c'est même pas creusé. Vous voyez, hein, le disque est vraiment dans un super état. Donc c'est à l'avant en général que ça freine le plus fort. Hein. Donc aucun problème, et je peux vous assurer que ça freine très très bien parce qu'hier en revenant du parc Astérix, j'ai dû freiner très très fort parce que j'ai eu deux sangliers qui ont croisé ma route et heureusement que ça freinait très fort parce que sinon je crois que la bagnole je pouvais lui dire au revoir directement. Hein. Donc avec ma femme nous avons eu quand même une sacrée frayeur. Donc rassurez-vous, cette voiture freine très fort. Hein. La dernière fois, je ne me souviens pas, j'ai peut-être oublié de vous en parler, il y a un point qui est quand même assez bizarre sur cette voiture, qui est très très mal foutu, c'est l'histoire des essuie-glaces. Hein, parce que tout le monde pense à relever ces essuie-glaces complètement pour les remplacer. Et une fois, j'ai eu un petit génie qui s'est amusé à vouloir mettre mes essuie-glaces complètement à la verticale pour me faire une blague, et regardez, ça m'a complètement défoncé la peinture. Regardez, si je soulève l'essuie-glace, vous voyez, ça va se mettre à frotter contre la carrosserie. Donc le petit génie s'est amusé à tirer comme un âne et m'a défoncé la peinture. Donc si vous avez une MG4, hein, surtout ne faites pas ça si vous remplacez vos essuie-glaces. Passez de l'autre côté de la voiture pour ensuite appuyer sur la petite languette qui vous permettra de les détacher. Donc là j'essaie de me rapprocher au maximum en faisant une petite mise au point si j'y arrive. Ouais, on n'était pas trop mal, dommage, raté. Hein, voilà la peinture totalement défoncée. Hein, merci beaucoup hein, pour le petit plaisantin qui s'était amusé à me faire ça. Bon, ça remonte au tout début quand j'ai eu la voiture, hein, donc il y a 3 ans. Voilà, pour vous reparler un petit peu de la luminosité donc sur la voiture qui est vraiment trop fort. Vous voyez, on a le niveau de luminosité que je mets au plus bas. Je ne peux pas aller en dessous. Et là, je le mets au maximum. Donc là, je vous raconte même pas l'état de vos yeux en pleine nuit. Et même au minimum, on ne voit pas vraiment la différence. Hein. Bon, là, en plein jour, forcément, ça marche pas très bien. Mais de nuit, ça vous défonce les yeux, même au niveau le plus bas. Ce qui serait pas mal, c'est qu'AMG fasse une petite mise à jour pour réduire vraiment les 3 derniers points au maximum, justement pour pouvoir ne plus être ébloui parce que ça vraiment ça défonce les yeux en pleine nuit. Hein. Donc ça, évidemment, j'en toucherai 2 mots à AMG, j'essaierai de leur faire un petit mail pour voir s'ils répondent. Normalement, les constructeurs répondent assez souvent, surtout quand il y a des retours comme ça sur des vidéos. Donc j'espère qu'ils pourront corriger ce petit défaut dans une prochaine mise à jour. Donc pour moi, l'accessoire essentiel dans une voiture, surtout aujourd'hui avec tous les jackies de la route, c'est la dashcam. Alors moi, je me suis pris une dashcam sur AliExpress, hein, vraiment, j'ai pris quelque chose de pas très cher, hein, pour pouvoir enregistrer quand je conduis, parce qu'il suffit qu'un jour il y ait un accident, quelle que soit la raison, ça permettra de pouvoir envoyer la vidéo à votre assurance, pour justement pouvoir prouver, surtout en cas de délit de fuite. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui peut servir et c'est de plus en plus apprécié par les assurances. Donc moi, sur cette petite dashcam, là, j'en ai une devant avec une caméra qui court jusqu'à l'arrière de la voiture. Malheureusement, hein, c'est branché sur la prise allume-cigare, donc forcément, l'autonomie en batterie n'est pas dingue. Et elle se coupe dès que la voiture est éteinte. Donc la batterie ne tient pas. Hein. C'est vraiment un petit gadget à pas cher. Ce qui serait pas mal, c'est d'avoir justement une dashcam qui puisse être branchée sur un plus après batterie. Et bon, j'ai pas envie de me lancer dans ce genre de configuration. Enfin, du moins, c'est pour mon métier, donc j'ai pas envie de me lancer dans ce genre de choses. Ce qui est pratique donc avec cette petite caméra, c'est que du coup, bon, moi je n'ai pas de caméra de recul, hein, donc ça me sert également de caméra de recul quand c'est utile. Ça me permet justement d'enregistrer ce qui se passe devant. Si ça veut bien y aller. Ce qui se passe derrière. Donc du coup, quand je conduis, j'ai la vidéo qui s'affiche derrière. Donc des fois, hein, c'est bon. Clairement, je l'éteins pour rouler. Hein, j'éteins l'écran, car c'est également donc, hop, un miroir
donc centrale, qui permet de voir à l'arrière. Donc ce qui justement évite de démonter votre miroir central. Et bon, je prévois d'en racheter une très prochainement pour justement remplacer cette caméra qui commence à vieillir, pour essayer de trouver quelque chose d'un peu plus performant et surtout d'un peu plus qualitatif. Pas forcément sur AliExpress, mais au moins auprès d'un constructeur, d'un fabricant qui aura quelque chose de meilleure qualité. Donc ça permet d'enregistrer la vidéo. Bon, moi je coupe le son systématiquement parce que je trouve que le son sert strictement à rien là-dedans, à part prendre de la place sur la carte SD que vous enregistrez. C'est totalement inutile. Et bon, ça peut vous servir en cas de pépin, comme je vous l'expliquais. Donc voilà, après au niveau des fils, vous voyez, il suffit de les faire courir dans le faux plafond. Vous voyez, je les fais courir dans le faux plafond pour camoufler les fils. Vous les faites courir, vous me passez entre les joints, et comme ça, tout est caché, et c'est pas trop mal, ça reste relativement propre. Bon, idéalement, il faudrait, pour avoir une meilleure autonomie sur ce genre de petit outil, ce qui serait pas mal, ce serait d'avoir justement une espèce de un petit panneau solaire, justement, qui permettrait d'avoir un maintien de charge la journée, hein, pour justement pouvoir avoir un enregistrement en continu, pour éviter d'avoir le plus après batterie. Surtout qu'aujourd'hui, on a quand même des batteries qui sont relativement performantes, qui tiennent la charge relativement longtemps. Donc ça peut être peut-être une idée à creuser chez les fabricants de ce côté-là. Je vais passer à la rubrique réponse à certains commentaires que j'ai pu voir passer dans mes vidéos. Donc voilà, donc pour répondre à plusieurs commentaires concernant la qualité du son et du montage, voilà, sachez que je filme tout simplement avec mon téléphone. Voilà, j'ai un Poco X7 Pro que j'utilise, hein, donc forcément la qualité de la vidéo n'est peut-être pas forcément au rendez-vous, ni même le son. Hein, donc soyez indulgents de ce côté-là, s'il vous plaît. Hein. Je n'ai pas les moyens pour l'instant de m'investir dans une station de montage professionnelle ou même dans une GoPro pour me filmer. Hein. Je fais avec les moyens du bord. Merci. Alors, je voulais vous partager un petit détail sur l'éco-conduite, hein, ce qui est quand même aujourd'hui très prisé, hein, c'est très à la mode. Hein. Mais c'est très utile, surtout quand l'autonomie de votre voiture est assez limitée. Hein. Vous voyez, par exemple, sur ma voiture, là, je suis à 98% de batterie. Hein, et j'ai 305 km d'autonomie. Bon, là, parce que j'ai la clim. Hein. Vous voyez, je désactive la ventile. Vous voyez, tout de suite, je perds 20 km d'autonomie. Donc là, vous avez vraiment un retour concret de ce que ça vous fait perdre. Vous voyez, hein, c'est 20 km d'autonomie, donc c'est pas non plus la folie. Hein. Donc, alors, ce qui est intéressant sur les voitures électriques, c'est ici, vous avez le pourcentage de puissance que vous faites. Donc ça, c'est l'enfoncement de la pédale d'accélérateur. Vous voyez, là, par exemple, je démarre. Vous voyez, bon, là, je ne touche à rien. Vous voyez, on voit pourcentage de puissance. Donc, ce qu'il faut faire sur une voiture électrique, c'est tout de suite, quand vous voulez justement rouler en éco-conduite, c'est pas on accélère tout doucement et puis on atteint la vitesse qu'on veut atteindre quand on le veut, etc. Non, ce qu'il faut faire, vous voyez, par exemple, là je vais sortir du village, donc là je suis à 50, là je sors du village, c'est ici, c'est 80 km/h, tout de suite j'appuie, donc là on va monter à une plus grosse puissance, et ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on relâche l'accélérateur pour utiliser le moins possible de puissance. Donc rouler au régulateur de vitesse, oui, c'est intéressant, hein, c'est très reposant, c'est très sympa. Mais si vous voulez vraiment rouler en éco-conduite, ce qu'il faut, c'est utiliser le moins de puissance possible, du moins d'avoir une conduite maintenue. Donc c'est-à-dire, là, vous voyez, je suis à 80 km/h, j'utilise à 7%. Bon, là, ça commence à monter, donc forcément, j'appuie un peu plus. Mais là où c'est très intéressant, surtout pour gagner en autonomie, c'est en descente. En descente, plutôt que de dire je vais recharger une fois en bas, je réaccélère. Non, ça c'est totalement inutile. Là, ce que vous faites, vous relevez un petit peu votre pied et vous voyez, je suis à 0%. Donc là, je suis totalement en roue libre. Je garde une vitesse à peu près constante. Bon, là, ça commence à redescendre, donc je vais peut-être reprendre un peu de vitesse. Et vous voyez, je suis à -2, donc là, je régénère de la batterie. Et j'essaye de rester à 0% d'utilisation, ou du moins très très peu. Bon, c'est un jeu, hein, prenez-le comme un jeu, hein, ne le prenez pas comme une habitude à avoir tous les jours. Hein, clairement, moi je ne m'en sers pas, sauf vraiment quand j'ai envie de m'amuser un petit peu avec ma voiture et d'essayer d'aller le plus loin possible. Mais prenez ça comme un jeu. Hein. L'écologie ne doit pas être punitif, il faut vraiment prendre ça comme un jeu.
Et je répondrai d'ailleurs à un commentaire que j'ai reçu où je pense que je vais être peut-être un peu direct avec cette personne hein, qui clairement traite les gens de bobos écolos presque débiles qui ont des voitures électriques. Hein. Je vais faire un point à ce sujet parce que je pense que l'écologie n'est pas punitive, ça doit vraiment être quelque chose de récréatif. Car tout ce qui est punitif vraiment saoule tout le monde et personne n'a envie de le faire. Alors que si vous le prenez comme un jeu, c'est là où ça devient très intéressant et où on prend vraiment du plaisir à rouler en voiture électrique, voire même faire des économies, même si c'est que quelques centimes, hein, c'est toujours ça de gagner. Bon après si vous avez les moyens évidemment hein, de ne pas faire d'écologie, hein, faites-le. Hein. Moi personnellement ça ne m'atteint pas. Mais si vous voulez vous amuser, c'est le moment de vous amuser avec ces ces nouvelles technologies où il faut prendre les bonnes habitudes tout de suite. Concernant mon assurance, voilà, pour ne rien vous cacher, hein, je paye 50 € par mois en tout risque. Hein. Je suis à la GMF, hein, pour rien vous cacher, car j'y assure actuellement mon habitation qui me permet de bénéficier de quelques avantages tarifaires de ce côté-là. Passons à la différence de 20 à 30% du prix d'achat par rapport à un véhicule thermique. Il faut avant tout calculer le coût à l'utilisation. Hein, pour quelqu'un qui roule autant que moi, hein, soit 40 000 à 50 000 km par an, le bilan carbone de la voiture électrique est considéré comme neutre au bout de 40 000 km seulement. Pourquoi ? Parce qu'en faisant la différence entre la consommation d'un bloc thermique et l'électricité produite en France, le calcul est vite fait. Et j'insiste bien sur produite en France, car nous avons une des énergies les plus décarbonées au monde grâce à notre parc nucléaire et à notre mix énergétique. Donc on parle des panneaux solaires, de l'éolien et de l'hydraulique. Et n'en déplaise à certains, la France a un bien meilleur bilan carbone que ses voisins. Voilà, je prends l'exemple de l'Allemagne, qui consomme énormément de gaz et de charbon, hein, et qui pollue beaucoup, hein, clairement. Car oui, hein, évidemment, hein, c'est principalement à cause des choix politiques antinucléaires que nos voisins ont subi une forte pollution. Et comme le nuage de Tchernobyl, hein, en son temps, la pollution ne s'arrête pas aux frontières. Donc, hein, on peut dire que dans mon cas, l'empreinte de mon véhicule est largement inférieure à celle d'une thermique équivalente aujourd'hui. Pour le commentaire sur la partie cliché bobo écolo, hein, je ne prends pas la voiture électrique pour un jouet de bobo écolo. Hein. Quand on voit le prix des véhicules et l'utilisation que j'en ai, rouler en électrique est clairement un énorme avantage économique. Pour autant, je ne suis pas un anti-voiture thermique. Il y a des usages que je ne peux pas faire avec ma MG4. Hein, je prends l'exemple de tracter des charges lourdes, hein, que ce soit une caravane, peut-être un vent pour les chevaux. Voilà, mon modèle ne me le permet pas. Je peux tracter que 500 kg avec la MG4. Hein, mon modèle ne me permet pas. Si je voulais le faire en électrique, il faudrait s'orienter vers des modèles bien plus coûteux, hein, comme une Tesla ou une Hyundai Ioniq 6 par exemple. Hein, voire peut-être même les voitures allemandes, les ID4, ID5, ID6 par exemple. Hein, qui affichent un ticket d'entrée minimum hein, de 40 à 45 000 € neuve. Je précise bien neuve. Hein, ce qui n'est clairement pas à la portée de toutes les bourses, hein, donc pas la mienne, hein, clairement. Hein, je ne gagne pas autant bien ma vie. Hein, pour tracter une thermique reste aussi aujourd'hui beaucoup plus avantageux et surtout sur le marché de l'occasion. Hein, parce qu'aujourd'hui, si je devais racheter une voiture uniquement pour tracter, je prendrais un diesel d'occasion qui serait aux alentours des 140 000 km, qui me permettrait de tracter justement des charges lourdes. Une électrique aujourd'hui, à 50 000 €, j'ai clairement pas les moyens de les mettre. On va comparer maintenant les frais, par exemple, avec ma première voiture, une 207 HDI, contre ma MG4. Hein, je mets au défi quiconque de me montrer une voiture thermique récente, avec des technologies d'aujourd'hui, hein, je ne parle même pas du moteur PureTech, hein, car ça c'est un autre sujet, qui n'a pas fait au moins un démarreur en 140 000 km. Hein, sur ma première voiture, hein, une 207 HDI de 70 chevaux, j'ai dû changer le démarreur aux alentours des 180 000 km. Au contrôle technique, on m'a annoncé des jeunes fuites d'huile au volant moteur, avec un embrayage fatigué, sans oublier la courroie de distribution à remplacer tous les 150 000 km. Hein, tout ça, ça a un coût. Hein, qui n'a pas fait une courroie de distri sur sa voiture? D'accord? Comptez environ 300 € pour un démarreur. Hein, et encore, si vous changez la garniture, peut-être que vous pourrez réduire un peu les coûts.
Pour une distribution, ça coûte à peu près aux alentours des 500 euros. Hein, et facilement 300 à 400 euros pour remplacer les 4 disques et plaquettes de frein. Hein. Moi, par exemple, vous voyez, sur ma MG4, à 140 000 km, mes plaquettes sont encore nickel. Mes disques ne sont pas usés du tout. J'ai même pas j'ai même pas ça raccroche même pas au niveau du disque. J'ai même pas un espèce de bourrelet qui montre que ça a été usé. Même pas. Ils sont encore nickel. Hein. Hormis, bah oui, forcément, comme je vous disais, la plaque de protection sous châssis et le garde-boue, parce que je me suis mangé un caillou ou une betterave hein, qui a tout explosé. Je n'ai eu aucun frais en 3 ans. En dehors des révisions obligatoires tous les 24 000 km, en gros, l'entretien m'a coûté, allez, on va arrondir, hein, environ 1000 euros. Voilà, pour brancher, et tout ça pour brancher une prise OBD et changer un filtre habitacle. Hein, et j'exagère à peine. Hein. Une thermique m'aurait coûté le triple, voire le quadruple. Concernant l'argument selon lequel les voitures électriques seraient des jouets jetables, hein, je ne suis absolument pas d'accord. À 300 000 km, une voiture électrique sera encore en parfait état de marche, même avec sa batterie d'origine. Hein, et elle conservera une autonomie tout à fait correcte. À l'inverse des voitures thermiques récentes, hein, qui atteignent les 300 000 km sans encombre, on en voit de moins en moins, hein, malheureusement. Hein, la technologie a énormément évolué. Hein. Dire qu'une électrique est bonne pour la casse au bout de 50 000 km, c'est une contre-vérité. J'invite d'ailleurs les sceptiques à regarder mes vidéos pour en juger par eux-mêmes. Hein. J'ai prouvé qu'à 140 000 km, voiture chinoise, hein, donc c'est pas non plus la super voiture, entre guillemets, reconnue, hein, on parle d'une voiture chinoise. Hein, ma batterie affiche encore 90% d'état de santé, hein, le state of health. Hein, elle suit une courbe de dégradation tout à fait normale. Hein. Même une Tesla qui recharge exclusivement sur des superchargeurs à 100% affiche des courbes de vieillissement très rassurantes. C'est même d'ailleurs souvent à ce kilomètre-là, autour des 150 000 km, que les budgets modestes achètent leurs véhicules d'occasion. Voilà, la preuve que ces véhicules sont faits pour durer. Hein. On va prendre l'exemple des chauffeurs de taxi hein, qui s'équipent massivement en électrique aujourd'hui. Hein, dès les premières hybrides, hein, pour en revenir un petit peu dans le passé, dès les premières hybrides comme la Toyota Prius, dès qu'elle est sortie, les taxis se les sont arrachés et ont aligné plus de 500 000 km sans le moindre problème. Et pourtant, c'est des taxis qui font de la ville, qui font de l'autoroute, qui font vraiment tout type de trajet. Hein, et ils ont revendu à des particuliers qui les rachètent pour doubler le kilométrage. On a aujourd'hui des voitures qui ont presque 1 million de kilomètres et qui n'ont aucun problème. Une batterie sur une Toyota Prius, ça se remplace très facilement et c'est pas si coûteux. Et ces voitures roulent encore. Donc dire qu'une voiture électrique, même hybride, est un mauvais choix, c'est totalement faux. Concernant la réparabilité de ces voitures à pile, hein, il n'y a aucun problème non plus. Hein, ça se répare très bien. On peut remplacer une batterie. Sur mon modèle, hein, le pack batterie coûte environ 7 000 euros, hors taxe, hein, évidemment. En ajoutant la main-d'œuvre, hein, je pense qu'on peut s'en tirer pour un gros 10 000 euros, facilement, un grand maximum. Pour repartir avec une batterie neuve sur une voiture, par ailleurs, en super état. Hein. Voilà. Admettons qu'à 500 000 km, admettons, hein, mon autonomie devienne un peu juste en hiver, hein, parce qu'évidemment, hein, forcément, j'ai besoin de mettre le chauffage pour le confort de mes enfants quand je les emmène à l'école. Si je décide de poser 10 000 euros sur la table pour remettre une batterie neuve, ce sera toujours beaucoup moins cher que de racheter un véhicule même d'occasion. Hein, le véhicule neuf, j'en parle même pas, c'est 30 000 euros. Je ne les ai pas les 30 000 euros. Hein, 10 000 euros, ça reste déjà compliqué, mais faisable. Hein, un petit crédit, ça peut faire l'affaire pour repartir sur une voiture déjà que j'ai eue en première main, mais également où je connais, je sais ce que j'ai fait dessus. Donc je sais qu'elle est en très bon état, je prends soin de mon matériel. Hein, et oui, on me dira qu'on peut changer un moteur sur une thermique. Hein, d'accord, mais vous gardez toujours les contraintes d'entretien. Les courroies, les pompes à eau, les vidanges, j'en passe. Donc pour conclure, hein, nous allons inévitablement vers un épuisement des ressources fossiles. Donc remplacer progressivement une énergie par une autre, c'est pas un choix de bobo. Hein, c'est clair, qu'on soit clair. C'est une nécessité absolue qui finira par s'imposer à tous. Hein. Si par la force des choses, hein, car si le carburant grimpe à 3 euros le litre, hein, comme il y a déjà le cas à Amsterdam, hein, par exemple, hein, il n'y aura pas de 36 solutions pour les gens comme moi. Hein. J'ai besoin absolument de ma voiture pour aller travailler tous les jours. Hein.
Donc si demain je devais repasser une voiture thermique, hein, je serais tout simplement contraint de revendre ma maison pour me rapprocher de mon travail. Hein. Pour mon cas personnel, hein, la voiture électrique, hein, c'est la meilleure des solutions. Hein. Surtout avec le coût à l'utilisation aujourd'hui, hein, c'est tout simplement imbattable. Avant de se quitter, je tenais à prendre un petit instant pour vous dire un immense merci. La chaîne grandit de jour en jour, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre l'aventure et vos retours en commentaire sont une vraie mine d'or. Continuez comme ça, posez vos questions, débattez, c'est ce qui fait vivre la communauté. Et ça me pousse également à continuer à vous partager toutes mes données en totale transparence. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant que le soleil recharge vos batteries, n'oubliez pas que l'énergie appartient à celui qui la stocke. A bientôt!